Bienvenue à Manifeste, le podcast 100% politique où on parle de tout sauf de politique. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Emine Kessassi, candidat au municipal sur la liste de Benoît Payan. Bonjour, monsieur Kessassi. Bonjour. Bonjour, on peut se tutoyer, si vous voyez. Bah, bien sûr, on se tutoie. Magnifique. Non, merci de m'accueillir et de nous donner la parole. Je pense que ce que vous faites, c'est primordial. Primordial pour plein de raisons. La première, c'est parce que vous êtes en train de vulgariser, de démocratiser la politique, même si on ne parle pas de politique. Oui. Et ça, c'est important parce que plein de gens ont besoin d'avoir accès à l'information. Et quand il y a des gens comme vous qu'on connaît, que les jeunes des quartiers s'identifient à vous, c'est hyper important. Donc moi, je trouve que votre initiative, elle est géniale et elle doit être soutenue par tout le monde. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup, ça nous touche. D'une personne autant engagée que vous, qui connaît vraiment, vraiment le quartier. Et c'est très important. Merci. Déjà, pour commencer, c'est dans quel quartier tu as grandi, Amine? J'ai grandi à Frévalon, dans le 13e. Ok. Tu peux nous expliquer un peu plus de ton enfance dans ton quartier? Je pense que les gens qui nous écoutent, c'est la même vie. Avant-dernier d'une fratrie de 6. Et puis, une vie à Frévalon comme ailleurs, où tu es dans une cité où les associations, ça a son importance. Moi, j'ai grandi dans le centre social de mon quartier. C'était une maison pour tous, d'ailleurs, qui était au bâtiment E, dans laquelle on faisait les voyages, les sorties et tout. Et une enfance plutôt banale, comme beaucoup dans nos quartiers. Tu as connu le Sodim? Le Sodim, ouais. Il y avait, juste en face du centre social, il y avait le ED et la boulangerie. Et ça a fermé malheureusement. Ouais, c'est de bons souvenirs. J'ai grandi à Frévalon moi aussi, donc de très très bons souvenirs. Comment ton quartier il a influencé ton parcours? Je dirais qu'aujourd'hui, si j'ai cette vision de la politique, j'estime que la politique, ça impacte nos vies tel que ça le fait actuellement. Les politiques, c'est important. Pourquoi ? Parce que ceux qui décident de la taille de nos fenêtres, de la forme de nos bâtiments, de la couleur de peinture quand il y a la rénovation urbaine, c'est les politiques qui décident de tout ça. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que la politique, c'est ce qui influe sur nos vies directement face à tous les fléaux, tous les problèmes. Dans les quartiers, il n'y a pas un problème. On veut nous faire croire qu'il n'y a que la drogue, c'est pas vrai. Il y a la question du logement, du mal logement, les bailleurs sociaux qui ne respectent pas les habitants. Enfin, il y a toutes ces questions-là. L'emploi, l'alternance pour nos jeunes, les bien transports, sûr. le social, Oui. la question de la formation, l'accès à la formation. Enfin, il y a tout un tas de sujets. Et en fait, face à toutes ces questions, la politique, c'est important. Et moi, c'est grâce à la vie que j'ai vécue à Frévalon, une vie plutôt tranquille et confronté à plein de problèmes, etc. Mais une vie dans laquelle j'ai compris ce que c'était l'action politique, le service public. Moi, j'ai eu la chance de grandir et naître à Frévalon, mais de jamais aller à l'école dans mon quartier. Ma mère, elle a décidé pour mon petit frère et moi de nous mettre à l'école au centre-ville. J'ai fait toute ma scolarité à la Timone. Donc, tu vois, je vivais à Frévalon à la fois l'école et le collège à la Timone. Et donc, j'ai en tout cas aujourd'hui cette vision de la mixité sociale grâce à ma vie à Frévalon. Comme tu parles de tes études, et justement, tu as fait tout. Tes études, tu les as fait à Marseille ou tu as pu partir ailleurs une fois que tu as fini le lycée? Comment ça s'est passé pour toi? Non, j'ai fait ma scolarité à la Timone, l'école, le collège à la Timone. J'étais à l'école Abbé de l'Épée, donc au 5 avenue. Le collège Fraissinet à la Timone, le lycée à la Caplette. Et puis après, j'ai fait une fac de droit que je fais encore actuellement. Et je suis à Aix-Marseille. Magnifique, j'apprends quelque chose. Justement, qu'est-ce que tes études ils t'ont apporté humainement et politiquement parlant? Les études dans la vie, c'est toujours formateur, c'est toujours un bagage. Aujourd'hui, la société dans laquelle on est, si tu n'as pas d'études, tu as moins de bagages que ce qu'on pourrait être. Moi, je ne suis pas forcément de ceux qui prônent ça, mais la société, c'est ce qu'elle dit. Moi, je pense que dans la vie, tu as l'étude de la vie, en fait. Ce que tu vis dans ta cité, ce que tu mets un petit jeune qui sort de l'ENA ou de Sciences Po Paris à côté d'un jeune de nos cités, de Frévalon, de Fontvert. Celui qui se débrouille le plus dans la rue, c'est celui qui a le moins de diplômes. Comme on dit avec Taureau, lui, la théorie, nous, on a la pratique. Tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, la pratique, elle devrait être reconnue. Ça devrait être un diplôme à proprement dit, à travers de formations, à travers de dispositifs d'accès aux grandes écoles comme ça. Mais en fait, ça m'a apporté ce bagage de pouvoir à la fois parler aux gens de chez nous, de parler avec les gens de nos quartiers, de parler la même langue, de parler de comprendre les mêmes choses et à la fois de parler avec les gens qui sont dans les écoles, etc. Et ça, c'est un bagage qui est hyper formateur. Et en fait, je pense qu'on devrait donner accès à l'éducation à tout le monde parce que ça t'apprend à faire un tas de choses.
les rédactions, les dissertations, tout ce genre de choses, c'est des choses qui te servent dans la vie. Demain, tu as un problème face à quelqu'un, tu dois faire un courrier, bon, tac, tu connais le vocabulaire juridique. Et en fait, c'est toutes ces armes dont on a besoin, nous, dans les quartiers, pour se défendre, qui doivent être démocratisées, vulgarisées. Et c'est ce que aussi vous faites ici, en fait, en donnant la parole à plein de personnes, des profils différents. C'est vous donner des perspectives d'avenir, des visions de ce que devrait être la logique des choses. Et c'est peut-être créer des vocations. Demain, vous recevez un avocat ici. D'ailleurs, il y a un magistrat, Youssef Badr, qui est un magistrat autour de Paris, qui a créé une association qui aide les jeunes à se lancer dans le milieu de la magistrature. Et en fait, vous faites venir ce genre de personne qui va parler à des jeunes de la magistrature. Tant demain, vous créez des vocations dans la C'est notre magistrature. objectif. C'est notre objectif. des C'est jeunes, justement se lancent. la transmission, justement. Tu parles de M. Badr, mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je crois, sur Ce soir ou jamais. Tout à fait. Sur son rôle oui, mais très, très intéressant. Ouais. Et ben, c'est ce qu'on recherche, nous. D'avoir des vrais modèles pour nos jeunes. Parce que, comme on dit avec Taureau, souvent, quand nous, on réussit dans les quartiers, la première chose qu'on fait, on fuit. Et on laisse tous les mauvais derrière nous. Parce que des fois, il y a des problèmes de société, mais des fois, si c'est nous. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Exactement. On ne peut pas leur en vouloir aux personnes qui partent. Moi, j'ai toujours dénoncé ça parce que, bien sûr, Zidane, il perd, s'il monte, son premier truc, c'est je quitte la Castellane. Mais c'est normal. Parce qu'en fait, il faut que maintenant, on crée les conditions de vie assez dignes dans les quartiers pour que les gens qui réussissent y restent. Si on a des logements propres, des logements salubres, des rues propres, des rues qui sont entretenues, des rues où il n'y a pas des barrages à l'entrée, des rues où tu peux recevoir sans avoir honte, des bâtiments où tu as le chauffage l'hiver, rien que ça compte, des bâtiments où tu as l'ascenseur qui fonctionne. En fait, les gens, ils voudront rester vivre chez eux. Les gens, ils vont se sentir bien, propres. Si on arrête de construire des tours, moi j'ai grandi dans une tour où il y a 21 étages, 6 appartements par étage. 6 fois 21, ça fait un peu plus de 121, je crois. 121 logements. 121 logements, c'est énorme. 121 familles encastrées, plaquées les unes sur les autres. Et c'est pas possible. C'est vivable. Bien Et sûr, bien ben, sûr. pour revenir à ta jeunesse, quel a été ton premier emploi? Mon premier emploi, je dirais agent administratif. C'était le premier travail que j'ai fait. Je travaillais pour une société de nettoyage à... pas Balustre, c'était... quand on est en haut de Saint-Mitre. La Ça me Cerisay. reviendra. Non, Moi aussi, j'ai un trou. ça me reviendra. Et... À la Gavotte? Non, à Saint-Mitre, dans le Ah, 13e. ok. Il y a le... Ah, c'est pas les balustres. Batarel, la Batarel Basse. Ah, la Batarelle basse. La Exactement. Batarel Basse, et la société était implantée là-bas, donc c'était mon premier emploi. Après, j'ai travaillé au port de Newlon, dans les Calanques, là-haut, à l'Estec. Magnifique. Ouais, je vendais des glaces là-bas. Ok. Je vendais des glaces. Après, j'ai fait plein de petits jobs dans des restos, ce genre de choses, services. Et mon dernier emploi, celui qui a duré le plus longtemps, presque 3 ans, c'était veilleur de nuit dans les foyers. Je travaille dans les maisons éducatives à caractère social, les MEX, où il y a des enfants placés, et je faisais veilleur de nuit dans le foyer. Travail Oui. exceptionnel. Petite Ah, dédicace à Phare du Puissance Nord et Mohan d'Original Rocker, que tous les deux ils sont veilleurs de nuit et c'est un très très beau métier. Et- Il en faut plus. Et à mon oncle Khalifa des balustres qui travaille au centre-ville. Et ben voilà. Voilà. Désolé d'avoir oublié le nom. Pas de souci. Excusez-nous, jeune homme. Pas de souci. Avec Reda, une fois par mois, on organise une rencontre inspirante où on fait venir des grands frères pour un petit peu donner un sens à la vie à certains jeunes parce qu'on sait que c'est un peu compliqué. Il y a un grand frère ou une personne qui t'a marqué dans ta jeunesse, qui t'a donné envie d'aller de l'avant. Ah, il y en a tellement. Tellement, en fait, ça serait injuste d'en citer un parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup à Frévalon, beaucoup en dehors de Frévalon aussi. Moi, mes profs au collège et au lycée, ils m'ont beaucoup marqué. Et il y a une prof notamment qui m'a donné goût en la littérature, goût en l'écriture. Si j'ai écrit un livre, je pense qu'elle y est beaucoup pour quelque chose. Mais non, si je devais choisir une personne, malheureusement, c'est pas un grand frère parce que sinon, ça va être trop injuste de choisir entre tous. Mais ça serait Mama Maggie, c'est une maman du quartier qui a occupé de plein de jeunes du quartier, de plein d'enfants de Frévalon. Et je pense que c'est à Eloé. Une maman comorienne. Non, elle n'est pas comorienne, elle est camerounaise, Mama Maggie, et elle est d'une dignité incroyable. Franchement, si on devait donner une image à la définition de dignité, ça serait elle. On lui fait un gros bisou. Ouais. Ah, toujours, gros bisous justement à ces gens-là qui nous donnent espoir à nous quand on est jeunes, quand on cherche des repères ou quand on ne sait pas où on va. Que des fois, on a du mal à en discuter avec nos parents parce qu'il y a trop de pudeur.
Et souvent, nous, c'est pour ça, avec Taureau, on fait ce travail, c'est pour essayer de dire à nos jeunes qu'ils ont le temps de se construire et d'avancer. Pour revenir à cette maman, justement, pour toi, qu'est-ce qui fait l'âme de Marseille et est-ce qu'elle est toujours vivante? Qu'est-ce qui fait l'âme de Marseille? Je dirais. On parle pas de l'OM, s'il te plaît. C'est Pas tabou. en ce moment. Pas en C'est ce moment, tabou, c'est tabou. Non, 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 je suis fâché avec l'OM. Non, mais si je devais donner. C'est injuste, mais. Parce qu'en fait, il y a plein de monde, tu vois. Les associations, c'est l'âme de Marseille. Le club, malgré tout, c'est l'âme de Marseille. Les femmes et les hommes, qu'on soit d'accord avec eux ou pas d'accord, qui font de la politique, c'est aussi l'âme de Marseille. Bien sûr. Hein, c'est des gens qui marquent nos vies, qui marquent les histoires, etc. Mais je dirais les mamans. Parce que beaucoup de ministres mènent une action en ce moment dans la lutte contre le narcotrafic en disant on va aller confisquer les appartements des mamans qui ont des enfants qui tombent dans la délinquance. On va leur retirer leurs prestations sociales. Et ce qu'ils savent pas, c'est que c'est des mamans qui se lèvent le matin à 5 heures avant tout le monde, qui vont faire du ménage à droite à gauche. D'ailleurs, elles sont jamais sur un seul site. Elles font du ménage un coup là, un coup là-bas, un coup là-bas. Et donc, elles tournent, elles galèrent, elles rentrent avec des mal de dos. Elles sont des femmes qui se battent, des femmes qui tiennent debout. C'est elles qui sont tout le temps dans les assos. Quand on va dans les assos de quartier, à fond vert, t'as Rachid Attir à qui on peut faire un coucou, Drifa, enfin t'as plein de femmes qui sont des femmes qui tiennent debout. À Frévalon, pareil, Mariama, Nouria, la directrice du centre social, enfin c'est que des femmes. Et le tissu associatif marseillais, il est marqué par la présence des femmes, par la présence des mères, des mamans, qui font pratiquement tout en fait. Elles font maman, elles travaillent, parfois elles sont souvent seules, des familles monoparentales. Elles élèvent leurs enfants et puis après elles vont dans les assos. Et je pense que l'âme de Marseille, c'est ces femmes. Magnifique dédicace à toutes ces mamans que pendant le Covid, je voyais moi, quand j'étais à Corot à l'époque, je viens de déménager, là, mais moi j'ai fait le contraire, je fais Frévalon, Corot, les Oliviers. Mais je voyais toutes ces mamans à 5h30, 4h partir travailler à pied parce qu'il n'y avait plus de bus. On n'a pas trop connu de Covid, nous dans le 13-14, on était un peu... On avait le droit de sortir, c'était l'exception marseillaise, mais toutes ces mamans étaient dehors, elles allaient travailler pour qu'on puisse... pour qu'on puisse vivre en fait à Marseille, donc big dédicace à toutes ces mamans. De toute façon, sans les femmes, on n'est rien. Exactement. Tout à fait. À Marseille, on est plein de traditions. S'il y a une tradition que tu pourrais mettre numéro 1, je sais que tu n'aimes pas trop choisir depuis tout à l'heure, mais choisis une tradition marseillaise et mets-la en avant. Si je devais choisir une tradition, qu'est-ce que ça pourrait être? Nos soirées à regarder les matchs de l'OM, même si en ce moment ça fait très très mal de regarder les matchs de l'OM, mais ouais, nos soirées au camion là, à côté au rond-point de Sainte-Marthe, tu t'arrêtes Elles sont devant, il y trop a bonnes, une ces télé. pizzas. Ah ouais, la télé, tu regardes les matchs là-bas, hein. Ça serait la tradition. Reda, il ne connaît pas, parce qu'il vient de Herbel, il ne connaît pas lui. Mais le 13e, 14e, c'est beaucoup mieux, jeune homme, excusez-nous. Pas de souci. Et le Herbel, c'est très bien aussi, hein. Il y a des femmes et des hommes qui se battent beaucoup à Herbel, qui mènent plein d'actions. Et Le club de boxe de Herbel, dédicace. bien Très, sûr, très bon club de Herbel, boxe. Benza, là. Pareil, on est tous des. il fait bon vivre dans ma cité, Jamila Awash, toutes ces femmes aussi qui tiennent debout. Et puis Herbel, une cité où on peut parler, en fait, tu vois, on parle beaucoup des quartiers nord, etc. Mais l'abandon systématique, c'est à chaque fois que c'est une cité. Herbel, c'est pas les quartiers nord. Mais le problème de la légionellose avec l'eau, le frère de Jamila qui a perdu la vie. Exactement. Et Ça fait c'est des grave. années, ouais. Mais ça, on l'accepterait nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs qu'il y ait de l'eau contaminée, que les habitants ont bu, les habitants se sont lavés avec cette eau. Nulle part ailleurs, on l'accepterait. Et on l'accepte parce que c'est une cité, parce que c'est... En fait, plus possible nulle part. Ok. Et comment tu décrirais Marseille à quelqu'un qui vient pour venir s'installer ou justement pour venir s'engager dans le social? Et je dirais, tu vois, tout ce qui se passe ailleurs en France, c'est pas Marseille. Ce qui se passe ailleurs en France, c'est la France. Et nous, Marseille, c'est Marseille. Je dirais que Marseille, c'est une cité-État, en fait. C'est un peuple à part, un pays à part, un territoire à part. Qu'on a notre code de la route à nous, qu'on a nos façons de faire à nous. Et dans le social, c'est pareil. À Marseille, on a notre façon de faire du social parce que le tissu associatif, en fait, c'est ce qu'il y a de plus important dans la ville. L'action de l'État, elle est résumée à très peu de choses, mais l'action des assos, Jamila, pour donner un exemple concret, c'est chez elle, dans son local associatif, que je suis parti me faire vacciner quand il fallait se faire vacciner contre le Covid.
Et en fait, tu vois, c'est les assos qui font tout ce travail essentiel, primordial, les colis alimentaires à l'après-M, enfin, toutes ces assos qui tiennent debout. Et donc, le système social à Marseille, c'est quelque chose sur lequel on compte beaucoup, sur lequel on s'appuie beaucoup et qui a une importance, mais primordiale. Et voilà, je veux rebondir sur ça justement. Ça va être Taureau, souvent on rencontre des associations de quartier et le sport, c'est ce qui nous a tous sauvés, nous, quand on était jeunes. Sûr. Et là, on voit qu'on a par exemple Darido à Saint-André, on a Komoto dans le 13-14, on a beaucoup de salles de sport, Le Team Reyes à la Team Félix Reyes Piat. à Félix Piat, mais qui ne sont pas aidés financièrement pour aider nos jeunes à avoir au moins une discipline. Parce que le sport, ça t'amène une discipline. Et là, nous, on trouve que ces associations-là n'arrivent plus à avoir des subventions pour pouvoir faire justement des activités pour nos jeunes. Moi, Alors, quelle est la raison? sur la question des subventions, je vais poser le truc hyper clairement. En fait, il faut qu'on accompagne les assos à mieux se structurer, à mieux répondre aux dossiers, parce que tu as plein d'assos, des fois il manque un papier, des fois il manque un truc, les services leur courent après, en fait, ça fait pas pro. Ça fait pas pro parce que ça montre qu'il n'y a pas de suivi, pas de compta, etc. Donc il faut vraiment qu'on travaille, et d'ailleurs, vous le faites, hein, quand vous répondez aux assos et tout, vous les accompagnez en fait de fait à se structurer, à se monter. Et puis après, il faut qu'il y ait un grand respect de la part des institutions de nos associations. Là, j'ai dit le truc négatif de nos assos, il faut qu'on admette aussi notre part de responsabilité. Moi, plein de fois, quand j'étais à la tête de conscience, j'ai oublié d'envoyer une pièce dans un dossier. Bon, ça m'a bloqué la subvention, j'ai râlé, mais c'était de ma faute. Et après, il faut aussi qu'ils comprennent que les gens qui font ça, c'est des bénévoles. C'est des gens qui ont une vie à côté. Ils remplissent le soir les dossiers entre 4h et 6h du Exactement. matin. Des gens qui n'ont pas de formation là-dessus, des gens qui font ça par passion. Et donc, franchement, quand tu passes ton temps à aider des mamans à faire des colis alimentaires, des jeunes à aller en tournoi sportif, il y avait à Valier, là, il y a 2-3 jours, Un événement de boxe. un événement de boxe. Oui. Avec Farid, avec dédicace Farid, à Farid. Farid que j'apprécie énormément. Enfin voilà, en fait, tout ça, les assos, elles n'ont pas le temps, pas les moyens d'aller faire que ça. Et puis après, il faut aussi que les institutions le comprennent. Les assos, elles ont besoin d'avoir une réponse sur du pluriannuel. C'est-à-dire qu'on va arrêter de financer les associations pour l'année 2026 et l'année prochaine, on verra. Non, en fait, on va travailler sur des contrats pluriannuels, que les assos elles puissent avoir un financement pour 3 ans, par exemple. Moi, j'ai toujours milité pour ça. On dit, on vous accorde une subvention de 3 ans. C'est-à-dire pendant 3 ans, chaque année, on va vous donner la même somme. Si c'est 10 000 euros, c'est 10 000 euros. Si c'est 1 000 euros, c'est 1 000 euros. Mais au moins, pendant 3 ans, tu sais que tu as ça qui tombe. Pendant 3 ans, tu vas pas peux te re-remplir le projeter. dossier. Pendant 3 ans, tu vas aller chercher l'argent ailleurs. Tu vas te débrouiller autrement. Et ça permet aux associations d'avoir de la vision, de la prévision. Et on a besoin de ça, en fait. On a besoin de planifier les choses. Ça suffit de faire les choses de façon désorganisée, je parle des institutions, et de dire aux assos, débrouillez-vous après. En fait, on a besoin du tissu associatif, mais pour ça, on a besoin que le tissu associatif il puisse respirer, il puisse avoir de la vision, il puisse commencer à recruter des jeunes en service civique, commencer à se dire, bon, mais pendant 3 ans, mon salaire est assuré. Enfin, c'est important. C'est très très important. Il y a beaucoup de sports, et bon, moi j'aime le sport en tant que prof de capoeira, donc c'est mon dada le sport, on va dire, mais la culture aussi. Je trouve qu'il manque un peu de culture à Marseille. Quand nous on était jeunes, on avait cet accès à la culture, le théâtre du Merlin, le théâtre à Félix Piat, Gypski, j'ai oublié Bien sûr. son prénom, mais on y allait souvent. Aujourd'hui, je pense Torski. Tourski, Tourski, théâtre tout à fait. Tourski, je trouve que les jeunes, ils n'ont plus accès à cette culture. Le cinéma à l'Alhambra, etc. L'Alhambra. Qui font plein d'activités là-dessus. Mais en fait, moi, je pense qu'il doit y avoir un projet et un programme autour de l'accès à la culture depuis les jeunes qui sont à l'école, les centres sociaux, etc. Faut qu'on trouve un moyen pour faire des partenariats entre les écoles, les centres sociaux, mais que ça soit obligatoire, en fait, qu'une fois par mois, les jeunes dans l'école, ils aillent de façon Bien sûr. gratuite Mais il faut dans qu'il y ait les des musées, sujets qui les etc. intéressent. Tout à fait. C'est comme avec Taureau, de temps en temps, on fait des ateliers. Par exemple, on a fait il n'y a pas longtemps un atelier avec des militaires. On va essayer de faire venir quelqu'un qui leur ressemble. Si je veux venir quelqu'un du Nord, j'ai rien contre les gens du Nord. Mais le jeune ne peut pas se projeter. Tu vois, et nous, c'est Il ça a qui est besoin de important. quelqu'un du Nord et de quelqu'un qui peut s'identifier. Vous faites un binôme et ça fait un parfait combo. Eh ben, c'est Marseille, c'est la cosmopolitanie. Tout à fait. Il faut peut-être qu'on retrouve ça. Mais là-dessus, il y a quand même des actions qui ont été lancées. Moi, celles et ceux qui veulent retirer l'argent du MUSEM, puisqu'il y a des responsables institutionnels qui ont dit qu'ils allaient retirer les subventions au MUSEM, je leur dis un peu honte à vous quand même, parce que je veux dire, le MUSEM, c'est quand même un lieu où il peut y avoir de la programmation culturelle. Il y a le bus du MUSEM qui vient chercher des mamans des quartiers avec des jeunes et qui les emmène le premier dimanche du mois qui est gratuit. Et après, le printemps marseillais a fait des choses. Je suis pas là pour vous faire la promo, mais l'été marseillais, c'est quelque chose de génial. L'été, tu as les musées gratuits, tu peux aller voir tous les musées qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir. Et c'est quand même un pas sur lequel il va falloir mieux communiquer pour que les gens puissent aller
encore plus au musée. Mais Marseille, c'est une ville qui a un accès culturel. Je veux dire, la culture, elle existe. Et en fait, il faut mieux communiquer et mieux travailler avec les structures associatives, scolaires, etc., sur des activités qui permettent aux enfants d'y aller d'abord seuls. Et après, le petit, le soir, il rentre, il dit à sa maman, j'ai été au musée, c'était trop bien, je veux qu'on y retourne et tout. Et de fait, sa maman, elle sait que le premier dimanche du mois, c'est gratuit, elle pourra l'y emmener. Elle sait que l'été, il y a l'été marseillais avec plein d'animations culturelles sur le Vieux-Port, un peu partout, dans les quartiers, à l'après-midi, des concerts, etc. Et donc c'est important de travailler sur l'accès à la culture. Tu prêches des convaincus. Mais le problème, c'est que dans ces âges-là, tu peux les récupérer. Mais c'est un peu plus tard. Après, quand l'école n'est plus obligatoire, c'est là fini. où Non, nous, avec Taureau, on fini. voit qu'on a un problème avec les jeunes, c'est qu'on leur Fini. promet des choses, même l'alternance. Alors que l'alternance, c'est dans la vie, c'est ce qui t'apprend tout. Parce que on te transmet un savoir. Même ça, nos jeunes, ils ont du mal à trouver une alternance. Quand tu essayes de récupérer des jeunes au lycée, au collège, c'est fini. Déjà au lycée, il reste que ceux qui vont suivre le parcours. Ceux qui vont tomber dans la délinquance ailleurs, ils arrêtent avant le brevet des collèges, avant la 3e. Et puis, il y a un truc contre lequel il faut qu'on se batte, mais ça, c'est pas à l'échelle municipale, c'est à l'échelle nationale dans ce pays. Il faut se battre pour deux choses. Un, il faut dire, l'école, elle doit être obligatoire, pas jusqu'à 16 ans, mais jusqu'à ce que tu aies un diplôme. C'est-à-dire que si tu redoubles jusqu'à tes 44 ans, tu redoubles jusqu'à tes 44 ans. Mais tu restes à l'école jusqu'à ce que tu aies un diplôme. L'école, elle doit donner un bagage à tout le monde. On doit donner une chance à tout le monde. Et après, il faut comprendre aussi pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas jusqu'à un certain âge. Enfin, moi, c'est aussi, il y a un échec du système scolaire. On n'arrête pas d'année en année de baisser les niveaux, de dire, bon, ben, puisqu'ils n'ont pas réussi, venez, on descend la courbe. En termes de chiffres, ça serait bien que 80% des jeunes aient leur bac, etc. Bien sûr, rien que le brevet, ouais. Et c'est terrible. Terrible, parce qu'on n'est pas en train de pousser les gens à aller vers le haut. On dit, bon, ben, finalement, restez dans le bas. Et moi, je pense pas qu'un système éducatif, ça serve à ça. Un système c'est pas éducatif, ça politique. sert à pousser les gens au-dessus. Bien sûr que c'est une C'est question pas le politique. traité de Lisbonne Mais avec c'est une- 90% de cadres et 10% de cadres, 90% d'ouvriers. C'est une question politique, mais de façon hyper globale au niveau européen. Enfin, Exactement. il y a des pays comme la Suède, la Norvège, etc. Ils ont un système éducatif qui fonctionne hyper bien. Le Canada. Et donc, en fait, on a plein de choses à s'inspirer, à tirer de ces pays-là. Et puis après, il y a un deuxième sujet qui est de dire, bon, on est dans un pays où on s'obstine à laisser les jeunes à l'école, derrière un bureau, assis sur une chaise, à écouter quelqu'un parler toute la journée. Et en fait, pour plein de jeunes, ils n'y arrivent pas. Être assis 8 heures dans une journée, dans une salle de classe, c'est pas possible. Bon, ben, comment on travaille sur un système où le matin, ils peuvent faire l'école et l'après-midi, on leur fait un aménagement, du sport obligatoire. Tu vois, Taureau, toi, la Je suis là, capoeira. je suis là. Mais grave. Mais moi, je trouve que ça devrait être un truc où les enfants, ils viennent à l'école dès 7 heures. Comme ça, ils libèrent les parents ils peuvent aller travailler. Les enfants, ils prennent le petit déjeuner à l'école jusqu'à 8h30. C'est-à-dire que de 7h à 8h30, ils sont là, ils ont le temps de se réveiller, d'émerger, de voir les copains, copines, de prendre le petit déjeuner parce qu'il y a plein de jeunes qui viennent le matin avec le ventre vide à l'école. De 8h30 jusqu'à 15h, ils sont en train d'étudier, travailler, il y a la pause déjeuner au milieu, etc. Et puis après, de 15h à 17h, ils font sport. Et on fait venir plein d'associations comme la tienne qui proposent différentes activités sportives. Putain, demain, toi, tu as une convention avec 50 écoles de Marseille, tu proposes tous les jours de 15h à 17h des ateliers de sport, tu as de quoi salarier une vingtaine de profs de capoeira, d'autres sports, etc. Je suis là. Sport, contrôle On avait d'émotion. essayé avec les TAP. Alors, j'ai pas eu le compte rendu, savoir si ça a marché ou pas marché. Je sais qu'on est revenu aujourd'hui au temps périscolaire, mais il y a quelques années, c'était les TAP, c'était les mardis et jeudis. Alors, je sais pas si ça a fonctionné ou pas. En tout cas, nous, en tant que prof de sport, on était super contents, joyeux d'enseigner à tous ces jeunes Marseillais. Non, mais tu les occupes de 15h à 17h tous les jours, ils ont sport. Tu préviens les questions d'obésité, de surpoids, de malbouffe, etc. Et puis le petit, il est arrivé à 7h à l'école, il a pris le petit déjeuner, il a travaillé jusqu'à 15h. De 15h à 17h, il a fait sport. Franchement, s'il rentre pas dormir après, qu'il est pas dort. KO, moi je comprends pas. Hein. Non, non, je vous confirme, il rentre, il dort. Il a pas le temps de traîner dans la cité, il C'est a pas le sûr. temps de traîner à droite à gauche, C'est il rentre, il est l'objectif. KO. Hein. C'est l'objectif. Il fait un ou deux devoirs, il révise un ou deux trucs, il raconte sa journée à ses parents, il mange et C'est ce qu'on rêverait que nos quartiers redeviennent. il va dormir. Exactement. Une petite question. Si demain tu es le maire, c'est quoi ta première décision? Reda, garde ta question dans ta tête. Je sais que toi, tu veux qu'on légalise. Monsieur Alouane, calmez-vous. Je parle à monsieur Non, si Amine. demain je suis adjoint au maire parce que Ouais, j'ai adjoint au maire, candidaté pour excusez-moi. être adjoint au maire et ma première décision c'est de voter pour que Benoît Payan soit maire de Marseille. Mais non, je pense mon premier cheval de bataille, il y a la question de la légalisation, mais ça c'est pas à l'échelle municipale que ça s'organise, donc c'est mentir si je réponds ça. Mais non, ma première décision c'est de faire signer au maire de Marseille
un plan d'accompagnement des familles de victimes. À partir de maintenant, à Marseille, malheureusement, quand une maman elle perd un enfant, et j'espère qu'il y en ait le moins possible, voire pas, mais les mamans qui perdent un enfant doivent être accompagnées par un dispositif municipal avec des psychologues, avec des avocats, avec des médiateurs sur les lieux où ça se passe. On envoie des médiateurs pour parler aux habitants, pour parler aux gens autour. En fait, tout ce qu'on fait avec l'association Conscience, mais de façon institutionnelle, de façon plus large, avec toutes les autres assos qui agissent sur ces questions-là, sur ces thématiques-là, et qui est un relogement de ces familles de victimes. Et le maire s'est engagé à le faire, c'est écrit dans notre programme. Le lendemain de l'élection municipale, on signera la charte du relogement des familles de victimes en disant à partir de maintenant, quand une maman elle perd un enfant, elle est relogée dans le mois qui suit par les bailleurs sociaux. C'est pas normal que des mamans elles vivent encore sur le lieu où leur fils a été assassiné. Et vous en connaissez plein. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc ça c'est plus normal. C'est vraiment la première bataille que je mène. Ouais, mais je Et t'ai- pas dans le quartier d'à côté, s'il vous plaît aussi. Non. Parce que. Si tu enlèves j'ai une maman vécu des ça. Olivier pour la mettre à la Castellane, franchement laisse-la aux Olivier quoi. Oh, voilà, merci. Non, mais je vous ai vu il y a, je crois, 2-3 jours à la télé, où vous parliez que vous allez parler au président, comme M. Macron va plus se représenter aux élections, que vous Question allez brute. essayer d'en faire, exactement, que vous allez essayer d'en faire un sujet pour la prochaine campagne présidentielle. Oui. Donc, La question de la on légalisation. peut Moi, espérer quoi, nous? Moi, je pense que si on veut mettre fin à tout ça, si on veut souffler un peu, si on veut faire souffler les policiers, si on veut mettre un frein, et puis si on veut mener des plans de santé publique, des plans de prévention, c'est Éric Dupond-Moretti, quand il était garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui disait aux bobos et aux bourgeois des centres-villes, je veux dire que votre joint a un goût de sang, votre joint de shit a un goût de sang. Et en fait, on peut pas aller taper sur des gens malades, des gens qui sont addicts, des gens qui consomment, des gens qui sont dépendants, des gens qui sont sous addiction. On peut pas aller leur taper dessus comme ça. Par contre, le jour où il y a une drogue légale, que les gens continuent à aller acheter la drogue illégale, là, on leur dira, vous êtes au même niveau que les meurtriers de mes frères, au même niveau que les meurtriers tout court de Marseille, au même niveau que ces personnes. Parce que vous avez une drogue légale, une drogue encadrée, vous savez ce que vous fumez. La petite taxe, oui, elle est un peu plus chère, mais la petite taxe, elle permet de financer des assos dans les quartiers, elle permet de financer des plans de alternances, rénovation bien sûr. urbaine, des alternances, des contrats aidés. Et en fait, vous continuez de faire le choix d'aller acheter une drogue illégale, donc vous êtes la même chose que les meurtriers. Mais c'est uniquement si on légalise le cannabis. Ok. Et donc, je pense, oui, que Emmanuel Macron, le président de la République, il a un enjeu, puisqu'il ne se représente pas à l'élection présidentielle, puisqu'il ne peut pas, il a déjà fait 2 mandats. Et je pense qu'il a un enjeu de porter ce sujet à l'échelle nationale et lors de la prochaine campagne présidentielle. À quoi ressemblerait le Marseille idéal selon vous? Un Marseille où on ne parle plus de nord, de sud, on parle que de Marseille. Un Marseille où les gens ont un transport pour arriver à la plage directement depuis les quartiers. Un Marseille où on ne fait pas payer la plage aux jeunes des quartiers, comme certains voudraient le faire. Un Marseille où justice sociale, c'est pour tout le monde. Où en fait, pendant longtemps, je me suis trompé, je militais pour que tous les jeunes de Marseille puissent aller au lycée Thiers, le lycée qu'il y a sur la Canebière, derrière la faculté de droit où je suis. Et c'était une erreur parce que, en fait, tous les lycées de Marseille doivent devenir des lycées tiers. C'est pas les gens d'aller au lycée tiers, c'est tous les lycées qui doivent avoir le même niveau d'instruction, la même qualité d'instruction que le lycée tiers. Donc à Marseille où un Marseillais est un Marseillais, quoi. On regarde pas l'origine, on regarde pas la religion, on regarde pas l'orientation, on regarde pas le. Un Marseillais est un Marseillais et il a le droit au même droit qu'il habite au Calanque, au Goude, à Malmousque, peu importe où il habite, à Frévalon, aux Oliviers, à la Gavotte, peu importe. Un Marseillais, c'est un Marseillais, on doit le traiter de la même façon et on doit regarder notre ville de la même façon. On ne regarde pas notre ville en disant bon ben là, dans tel secteur, ça vote pas pour moi, je vais pas agir. En fait, on regarde la ville de la même façon. Et c'est en ça, moi, que je me suis retrouvé dans l'action du printemps marseillais et du maire, et c'est pour ça que j'ai rejoint leur liste aux élections municipales. Juste un petit mot pour justement, avec Taureau, on reçoit souvent des lycées. Et nous aussi, on est un peu trop en avis, on est un peu trop dans le jugement. Et là, on a rencontré des professeurs de lycée, Madame Lascar, Madame Yassine ou Madame Lopez. Madame Myriam. C'est Myriam Lascar. Ok. Je croyais que tu faisais Et une blague. on a retrouvé les profs qu'ils avaient, c'était vraiment leur vocation. Ils échangeaient vraiment avec leurs jeunes. On les a montés à Paris, on a passé une journée avec eux, c'était formidable. On a vu des jeunes, parce que nous, des fois, on en a marre du stéréotype. Et là, ça nous redonne du baume au cœur, ça nous redonne confiance en notre jeunesse. Mais comme ils nous disent, il faut leur donner les moyens.
souvent, il y en a, ils peuvent plus continuer l'école derrière à cause d'une alternance ou à cause justement par rapport où ils habitent. On voit sur leur CV qu'ils habitent dans tel secteur, ils ne pourront pas venir à l'heure parce qu'ils ne sont pas véhiculés. Donc, c'est à ces jeunes-là qu'il faut leur donner espoir. Et je remercie encore ces professeurs qui aident les nôtres. Eh Bah, ben, pardon. les profs, pardon, mais les profs, c'est une rencontre qui te marque toute ta vie. Mm. Moi, plein de jeunes qui sont devenus docteurs, qui sont devenus avocats, juges, ils le disent. Ils disent en fait, c'est une discussion que j'ai eue avec mon prof qui m'a ouvert les yeux, qui m'a donné envie. Moi, si j'ai aujourd'hui le goût que j'ai pour la littérature, pour l'écriture, c'est grâce à une prof de mon lycée, Madame Roch, à qui je dois énormément pour la lecture, pour la littérature. Et le travail d'enseignant, c'est quelque chose qui s'est tellement oublié, dénigré, qui a tellement perdu de sa valeur. Mais l'enseignant, c'est celui qui forme les citoyens de demain, c'est celui qui forme les hommes, les femmes qu'on va devenir. Mais avec 30 élèves dans une classe, si elle a 30 élèves comme toi et moi quand on Et était avec jeunes, peu c'est de mort. moyens, avec des écoles où tu as le plafond qui s'effondre. C'est pour ça que le plan école de la ville, il était primordial, il était nécessaire, rénover toutes ces écoles. Quand tu vois la nouvelle école qu'il y a aux Olivier B maintenant, tu vois, Magnifique. Magnifique. c'est des conditions dans lesquelles tu as envie d'étudier, tu as envie de donner des choses à tes élèves. Tu te sens bien, tu as un chauffage, tu as une porte qui se ferme, tu n'as pas de balle sur ta fenêtre. Et le plan école, c'est en ça qu'il était juste primordial et très réussi. On a taille de la Castellane. Ouais, ça nous a fait plaisir parce qu'avec Reda, on a livré toutes les écoles de Marseille il y a 3 ans. Et on se rendait compte que nos écoles du 13-14, 15-16, 2-3, c'était pas les mêmes. Mais aujourd'hui, ça change. Donc, on remercie les personnes qui sont à l'origine de ce changement. Pat Le Guen, est-ce que les questions sont prêtes? Allez, envoie-nous une question. Bonjour, je me présente, je suis Ibrahim Massinissa et aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Les jeunes se sentent souvent exclus des grandes opportunités, donc quel plan concret avez-vous pour réduire ces injustices? La nature de mon engagement, quand j'ai commencé à m'engager en associatif et en politique, c'était justement parce que moi, en tant que jeune, j'estimais qu'on était tout le temps exclus, mis à l'écart et on nous disait tout le temps oui, mais c'est bien, vous nous avez donné vos idées, maintenant restez devant la salle, on va décider et on revient vers vous dès qu'on a décidé. Et en fait, je pense que tout le monde a sa place dans les décisions politiques, dans les décisions publiques et en partie la jeunesse. Pourquoi c'est important? Parce que les décisions qui sont prises aujourd'hui, les actions politiques qui sont prises aujourd'hui, c'est celles qui vont influer nos vies les 30-40 prochaines années. Et dans 30-40 ans, c'est qui la société active? C'est qui les gens qui seront aux manettes? C'est nous, c'est les jeunes. Et en fait, c'est pour ça que nous, on doit être associés maintenant aux décisions. Ils sont en train de décider de la géographie des pays, des cartes, des enjeux géopolitiques. Mais le monde qui vient, c'est le monde de la jeunesse. C'est cet héritage-là qu'on va récupérer. Pourquoi l'écologie, c'est important? L'écologie, c'est important, c'est parce que c'est l'air qu'on va respirer nous, l'eau qu'on va boire nous. Tu viens de Herbel, tu sais ce que c'est. L'eau qu'on va boire nous, l'air qu'on va respirer nous, le pays dans lequel on va vivre nous. Et donc, c'est pour ça que la jeunesse, elle a une place primordiale, centrale dans tout ça. Moi, sur les listes du printemps marseillais, j'ai poussé beaucoup de jeunes des quartiers, un jeune des Olivias, un jeune des Olivier B, un jeune de Frévalon. Enfin, c'est pour moi juste primordial, un jeune de Saint-Mitre, un jeune de Château-Gombert aussi. C'est primordial parce que on a vraiment besoin d'avoir des gens qui soient représentatifs à la fois de la carte de la ville et à la fois des âges, en fait. Je pense que c'est une question de génération aussi, la politique. Et on a besoin d'un renouveau en politique. Et c'est quelqu'un de 22 ans qui vous dit ça. De toute façon, nous, c'est ça. Nous, on laisse place à la jeunesse. C'est ce qu'on essaie de faire ici au podcast, à l'épopée. On a la chance d'avoir une directrice et un grand chef qui nous laisse faire un peu ce qu'on veut, parce qu'on fait ça avec le cœur. Mais c'est la jeunesse qui doit faire. Nous, on est là juste pour les accompagner. Mais ce que vous faites, au-delà de laisser place à la jeunesse, et moi, c'est ce que je trouve de beau dans votre projet, c'est que vous faites aussi de la transmission. Oui. Vous donnez aussi les clés. Il y en a, ils viennent, ils disent aux jeunes, allez, faites. Moi, tous les anciens que je me suis pris en critique, etc. Mais combien de fois ils sont venus s'asseoir en face de moi, me disant, Amine, tu es jeune, viens, on t'explique comment nous, on a fait, là où on a réussi, là où on a raté. Personne. Personne. Et c'est en ça qu'on a perdu, et c'est vraiment ça qui est dommage dans nos cités, on a perdu ce qu'étaient les grands frères. Eh ben ouais, justement, on parle souvent de ça avec Taureau, parce que tout le monde dit que nous, c'est pas les quartiers qu'on connaît. Par exemple, tu me dis, moi, les quartiers d'aujourd'hui, je les connais pas. C'est pas les quartiers avec les codes et les règles que j'ai connus moi. Donc, c'est à vous d'en parler. C'est pas à nous de dire comment il est un quartier. C'est à vous et la jeunesse de parler de leurs difficultés. Nous, on en avait d'autres. Mais c'est pas les mêmes qu'on retrouve maintenant. Place aux jeunes. Pat Le Guen, une autre question? Moi, c'est Fatima. Je voulais savoir comment la ville compte-t-elle aider les jeunes face à la pression constante qu'ils subissent, que ce soit à l'école, dans la recherche d'emploi ou sur les réseaux sociaux, et à retrouver confiance en eux. Autrement dit, quelles politiques concrètes peuvent être mises en place
pour réduire cette pression et offrir aux jeunes un environnement où ils peuvent s'épanouir en toute sécurité? Il y a deux choses. Il y a dans un premier temps les jeunes étudiants. Et donc, du coup, la ville de Marseille, elle fait déjà. Elle propose des repas aux jeunes étudiants qui sont payés par la ville de Marseille, alors que ce n'est pas une compétence de la ville de Marseille, la question des étudiants. Et donc, voilà, il y a déjà ces actions-là qu'il va falloir amplifier, travailler sur la question de l'alimentation des jeunes étudiants, etc. Dans notre programme, on a inclus un point primordial et qui est d'ailleurs dans le programme sécurité, parce que pour moi, ça rentre dans une mesure sécuritaire. Qu'on a publié. Là, on a publié 10 mesures suite à ma candidature il y a quelques semaines à l'après-midi. On a publié 10 mesures que je vais un peu porter, co-porter avec les différents élus qui vont travailler sur ces sujets-là, avec le maire de Marseille. Et un des sujets, c'est la question des stages et des formations. Et sur la liste, on a Anifa Tagelment, qui est une dame géniale, qui est une grande sœur, qui se bat depuis avant que je naisse et avant qu'on soit toutes et tous là, je crois. Et Anifa, elle porte des choses géniales, et notamment sur la question de la jeunesse, où elle dit en fait il faut qu'on donne à nos jeunes les moyens de pouvoir suivre des formations ailleurs. Et je pense que la ville, elle peut travailler sur ça. Pouvoir se porter garant quand des jeunes doivent partir à l'étranger, au Canada, dans d'autres pays, pour mener des études. Et en fait, on doit nous travailler en tant que ville à des partenariats avec les facultés dans les autres pays, en disant ben voilà, vous allez nous donner un quota de place pour qu'on puisse envoyer nos jeunes suivre des formations. Et puis il y a la question de l'emploi. Et là, Eddie Ramdan, qui était élu à la jeunesse, Ahmed Edadi à la vie associative, ils ont travaillé pendant 6 ans. Eddie, il a mis en place le permis pour les jeunes avec une aide financière pour passer le permis et le code de la route. Ahmed, dans les centres sociaux, il a mis en place des dispositifs pour sortir la jeunesse, pour travailler sur l'insertion professionnelle. L'État a aussi mis des moyens. Et alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je me souviens du préfet Laurent Carrier, avec qui on a beaucoup travaillé, qui d'ailleurs avait lancé le plan Marseille en grand. Et lorsque Laurent était préfet, il a beaucoup travaillé sur les carburateurs, l'incubateur, etc., pour permettre aux jeunes de pouvoir trouver des formations, trouver de l'accès à l'emploi et tout. Et ça, c'est juste primordial. Donc, je pense qu'il faut favoriser ces dispositifs-là. Mais il faut surtout, au moment où il le faudra, demander l'avis à la jeunesse, demander aux jeunes ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Moi, je représente une partie de la jeunesse, mais je ne représente pas toute la jeunesse. Et la jeunesse, elle peut se représenter par elle-même. Donc, il faut demander l'avis à celles et ceux qui ont des problèmes, qui rencontrent des choses, et leur dire comment la ville, elle peut soutenir. Et ça, c'est aussi important. Mais je pense que la question primordiale pour la jeunesse, c'est de leur garantir cet accès à la formation, à des formations dignes. Pas des trucs où ils sont stagiaires. D'ailleurs, on aura une charte à la ville de Marseille sur l'accueil des stagiaires, comment on accueille mieux et bien les stagiaires, sur la question de la rémunération dans un premier temps. Il faut mieux payer les stagiaires. Et puis, c'est bon, on l'a tous fait, le stage où tu fais les photocopies, tu classes les dossiers, etc. Il faut, parce que ça te forme, ça t'apprend des choses. Mais il ne faut pas faire que ça. Il faut aussi leur montrer d'autres choses à ces jeunes stagiaires, leur donner envie peut-être de faire ce métier-là, mais vraiment leur ouvrir la porte, et pas que la porte de la machine à café et de la photocopieuse. Ouais, je voulais faire une dédicace à la Priem. Ils font des repas solidaires. Tu peux acheter un repas et un repas offert. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le lundi ou le jeudi matin à 6h30. Ils font des colis alimentaires, et quand on passe devant avant d'aller au boulot, c'est exceptionnel. Big dédicace à Karim et toute l'équipe de la Priem. Et aussi, on a un carburateur ici à l'Épopée. On a un chef carburateur. Chef des Carrefours. Chef des Carrefours, excusez-moi, monsieur. Carrefour de l'entrepreneuriat. Exactement. Tout à fait. Et on a un CityLab, moi-même, en face de vous. Donc, si vous voulez créer votre entreprise, que vous êtes des jeunes des quartiers nord ou autres de Marseille, venez, on s'occupe de vous. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Pat, une dernière question. Bonjour, je m'appelle Mélanie et j'ai une question pour vous. Comment comptez-vous faire de la jeunesse marseillaise, des quartiers nord comme sud, une force unie et motrice pour l'avenir de la ville? Intéressant, parce que je dirais il y a deux réponses. La première, c'est ma candidature. Un jeune de 22 ans, je suis candidat. Si on est élu, je serai adjoint au maire de Marseille. Donc, il y a déjà une voie, une porte qui sera ouverte pour la parole de la jeunesse. Et moi, je compte beaucoup faire des rencontres avec les jeunes, faire des moments où les jeunes peuvent aussi dire il y a un conseil municipal bientôt, moi j'aimerais bien qu'il y ait ça qui passe, j'aimerais bien voir ce dispositif-là créé, etc. Et je vais beaucoup travailler via les réseaux sociaux notamment, et des plateformes comme la vôtre, pour solliciter la voix des jeunes, solliciter un peu leur intelligence collective, et ça va être primordial. Mais je dirais véritablement, l'enjeu primordial de la jeunesse, c'est vraiment de respecter les jeunes. Et pas juste de dire aux jeunes on a besoin de vous pour une photo et après rentrer chez vous, mais en fait de vraiment les associer. Et là-dessus encore, la ville de Marseille, elle a agi, elle a fait des choses, notamment avec le budget participatif.
où plein de gens ont pu voter pour un projet qu'ils voulaient voir naître et tout. Donc je pense qu'il faut plus de budget participatif comme celui que la ville de Marseille a fait, et peut-être créer un budget participatif pour les jeunes, où les jeunes peuvent dire un peu les projets qu'ils voudraient voir naître et qu'est-ce qu'ils voudraient voir financer. Magnifique. Le mot de la fin, Reda? Vive Marseille. Vive Marseille. On a reçu Emine Kessassi, candidat au municipal sur la liste de Monsieur le maire. C'était Manifeste, le podcast 100% politique où on parle de tout sauf de politique. Merci Amine. Merci Merci à Emine. vous. Merci.